Donc, vous le savez sûrement, mais le 21e siècle connaît un phénomène d'urbanisation croissant. Un rapport récent de l'ONU dit qu'actuellement, dans le monde, plus de 5 personnes sur 10 habitent en ville. Et ce ratio devrait augmenter pour atteindre 7 personnes sur 10 d'ici 2050. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ce taux varie dans les régions du monde. Et au Canada, comme au Québec, la proportion de la population qui habite dans les régions rurales n'atteint même pas 2 habitants sur 10. Ce qui veut dire que 8 habitants sur 10 habitent déjà en ville. Donc, pour contenir cette population croissante, nous n'avons pas d'autre choix que d'étendre et de densifier les surfaces des zones urbaines. Ce phénomène a des conséquences directes sur le climat local, comme ont déjà pu le montrer plusieurs études menées dans d'autres régions du monde. Donc, pour commencer, les matériaux de construction utilisés, comme le béton et l'asphalte, absorbent et piègent la chaleur dans nos rues et dans nos bâtiments, ce qui augmente les températures urbaines par rapport aux zones rurales. Ces températures plus élevées vont à leur tour créer une circulation locale de l'atmosphère, qui est encore amplifiée par la densification des bâtiments qui empêche l'air extérieur de circuler librement. Finalement, nous émettons des émissions de vapeur d'eau et d'aérosols lorsque nous nous déplaçons ou que nous chauffons ou climatisons nos maisons. Et tous ces phénomènes ont un réel impact sur les températures et la qualité de l'air que nous respirons. Mais le cycle de l'eau est également largement modifié en ville. Le remplacement des surfaces végétales absorbantes par les bâtiments et les surfaces imperméables augmente le ruissellement de surface, qui devient ainsi le processus dominant, tandis que la recharge des eaux souterraines et la transpiration sont considérablement réduites. La recherche scientifique a montré que la formation et les trajectoires des précipitations subissent également des changements importants dans les zones urbaines. Le problème, c'est que les précipitations font office de climatisation naturelle de la ville et contribuent aussi à laver l'atmosphère urbaine de sa pollution. Une boucle de rétroaction se crée, qui peut paraître simple au premier abord, mais que nous peinons toujours à expliquer et à quantifier. Et pourtant, au Québec, c'est plus de 4000 citoyens qui meurent de problèmes respiratoires dus à la pollution chaque année. Donc, la modification des précipitations est susceptible d'avoir un fort impact sur notre santé et sur nos vies. Il est essentiel de comprendre les processus physiques qui sont en jeu pour déterminer l'impact de l'urbanisation sur les précipitations, pour informer la population et protéger les citoyens québécois les plus vulnérables. Donc, pour commencer, il est essentiel de savoir si le climat des villes de l'Est canadien est bel et bien impacté par l'urbanisation. Donc, pour ça, j'ai étudié les données météorologiques des 4 villes à plus forte population de l'Est canadien, à savoir Toronto, Ottawa, Montréal et la ville de Québec. J'ai comparé différents types de données météorologiques entre 1988 et 2017, telles que les observations météorologiques journalières lissées à Newsplin, à une résolution de 10 km, et aussi les réanalyses météorologiques ERA5, à une résolution de 31 km, qui sont en fait des sorties de modèles calibrés pour s'ajuster aux observations. Dû à la durée limitée de cette présentation, nous nous focaliserons aujourd'hui sur les résultats obtenus avec les données à Newsplin. Donc, pour comprendre si le climat d'une ville est impacté par l'urbanisation, la première chose à regarder sont les températures, parce que l'îlot de chaleur urbain, s'il est présent, est le phénomène qui va être le plus évident à voir. Donc, les cartes que vous voyez ici représentent les moyennes des températures journalières obtenues sur 30 ans pour les températures minimales en haut et les températures maximales en bas. Ce que vous pouvez voir, c'est que le seul îlot de chaleur urbain qui soit vraiment visible se trouve être pour les températures minimales de la ville de Montréal. Montréal est la ville de l'Est canadien dont le climat est le plus affecté par l'urbanisation. Pour mieux observer une éventuelle variation du climat sur la période étudiée, sélectionnons maintenant les nœuds appartenant aux zones urbaines en bordeaux et aux zones rurales en vert, en fonction de leur emplacement. En utilisant ces données, nous pouvons ainsi réaliser des moyennes de température et de précipitation pour les deux zones. Donc, en observant la différence entre ces deux zones, les températures minimales, représentées ici en bleu, montrent comme prévu un îlot de chaleur urbain particulièrement important pour Montréal, qui semble d'ailleurs avoir augmenté au cours des dernières années. Les températures maximales, représentées en rouge, n'ont quant à elles montré aucun îlot de chaleur urbain significatif. Mais alors, pourquoi les températures minimales montrent-elles un îlot de chaleur urbain et pas les températures maximales? Donc, étudions plusieurs échelles temporelles pour mieux comprendre ce dont il en retourne. Et utilisons d'abord les températures horaires mesurées à l'aéroport de Montréal entre 1988 et 2017, afin de déterminer à quelle période de la journée les températures minimales pouvaient être retrouvées. Donc, les résultats montrent ici clairement que les températures minimales sont majoritairement retrouvées pendant la nuit. Ce résultat est en accord avec d'autres articles que l'on peut trouver dans la littérature.
La nuit, les surfaces moins urbanisées peuvent émettre librement dans l'atmosphère toute l'énergie qu'elles ont emmagasinée du rayonnement solaire pendant la journée. Ce n'est pas le cas dans les villes, où toutes les surfaces verticales piègent la réémission de l'énergie absorbée pendant la journée, ce qui augmente l'îlot de chaleur urbain, qui est donc susceptible d'être plus élevé pendant la nuit. Si on moyenne maintenant les températures minimales obtenues à chaque mois de l'année, pour voir si l'îlot de chaleur urbain est resté aussi important à chaque saison sur cette période de 30 ans. Ce qu'on peut voir, c'est que l'îlot de chaleur urbain semble le plus élevé en plein été, ce qui fait du sens, puisque c'est à cette période de l'année que le rayonnement solaire est le plus important et que la ville va ainsi emmagasiner le plus de chaleur par rapport à la zone rurale. Mais on peut aussi noter que cette évolution semble directement corrélée avec les quantités de précipitations retrouvées à cette période de l'année, qui sont moins importantes dans les zones rurales qu'en ville. On montre ainsi directement la relation entre l'îlot de chaleur urbain et les précipitations. En effet, les précipitations en infiltrant les sols offrent une sorte de climatisation naturelle, puisque lors d'une augmentation de température, elles ont un potentiel d'évaporation qui diminue la température par utilisation d'énergie sous forme de chaleur latente. Paradoxalement, l'îlot de chaleur urbain est de lui-même susceptible de diminuer les précipitations par réévaporation des gouttelettes d'eau lors de leur chute vers le sol. Donc, il nous reste encore à comprendre comment ces deux phénomènes interagissent ensemble. Finalement, on observe une nouvelle augmentation de l'îlot de chaleur urbain en hiver. Ceci est probablement dû à la présence de la neige. Alors que les zones moins urbanisées ont un albédo élevé en raison de la neige qui reste intacte, la neige subit plusieurs altérations dans les villes. On a par exemple le salissement par les voitures, le déneigement des routes principales et la difficulté qu'elle a de s'agréger sur les murs et les toits en pente. Donc, comme l'albédo est diminué dans les villes, celle-ci absorbe donc davantage de rayonnement solaire que les zones moins urbanisées, ce qui amplifie l'îlot de chaleur urbain. On peut aussi noter qu'avec les températures très basses que l'on peut trouver dans cette région du monde en hiver, la source de chaleur anthropique est bien plus intense en raison du chauffage domestique. Un autre résultat intéressant est observé dans l'évolution de la fréquence des précipitations à Montréal, qui, alors qu'elle semblait dans les premières années plus importante en ville que dans les zones rurales, semble maintenant être moins importante en ville. Donc, de nouvelles questions se posent. Est-ce que la fréquence des précipitations a été impactée par l'îlot de chaleur urbain qui a provoqué la réévaporation des gouttelettes lors de leur chute vers le sol? Ou est-ce que ce sont les particules fines qui sont émises par la pollution atmosphérique qui, en offrant plus de noyaux de condensation pour la vapeur d'eau, a fini par inhiber la formation des précipitations en ville? Ou est-ce que ça peut être aussi une combinaison de plusieurs paramètres? Donc, le climat et en particulier les précipitations de Montréal ont bien été impactées par l'urbanisation. Mais il nous reste encore à répondre à de nombreuses questions sur les mécanismes à l'origine de cette altération. Cela nous montre bien que la recherche a encore besoin d'amélioration dans la représentation des climats urbains et nous devons trouver un moyen d'enrichir la recherche dans ce domaine, ce qui va faire l'objet de la suite de ma présentation. En outre, si le domaine des précipitations urbaines est resté un sujet si controversé, c'est que depuis les années 1960, seules quelques études ont été menées pour appréhender la variabilité des précipitations en ville, et elles ont eu des difficultés à trouver un consensus sur la localisation exacte et l'intensité de ces changements. Donc, ces difficultés résident dans la complexité d'acquérir des mesures représentatives des processus mis en jeu, parce que les instruments utilisés jusque-là ne permettent pas de capturer la variabilité des phénomènes impliqués. Parmi les différentes études menées, les pluviomètres ont été la technique de mesure qui est restée la plus utilisée. Mais le problème, c'est que dans les zones densément urbanisées, il est difficile de trouver des endroits représentatifs où les quantités de précipitations ne sont pas affectées par l'influence des bâtiments ou d'autres obstacles. Donc, pour résoudre ce problème, l'utilisation de données radar a commencé à susciter un intérêt au sein de la communauté scientifique. Mais des études ont montré que les estimations des précipitations calculées par ces instruments sont quant à elles fortement affectées par les différents processus de mesure et de conversion du signal. En complément, les processus physiques modifiant les précipitations urbaines subissent des variations importantes et rapides et n'affectent pas de la même façon tous les types de précipitations. Ces mécanismes peuvent aussi présenter une grande hétérogénéité spatiale, même à l'intérieur de la ville. Donc, pour décrire avec précision la variabilité spatiale d'un événement, une distribution correcte du réseau est essentielle, ce qui augmente encore la difficulté du problème. Et c'est pourquoi, pour améliorer notre compréhension des précipitations urbaines, nous avons été chercher d'autres outils. Donc, comme vous le
salée, la pluie et la neige sont composées de milliards de molécules d'eau. La molécule d'eau, ou H2O, est composée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Ces atomes, à leur tour, peuvent être composés d'un nombre différent de neutrons et se différencient alors en ce qu'on appelle des isotopes. C'est ce qui nous intéresse ici. Parce que ces isotopes n'ont pas le même nombre de neutrons, ils n'ont pas la même masse et ils ne vont donc pas se comporter de la même façon lors de différentes réactions physiques et chimiques. On peut faire une analogie avec des poids. On a beaucoup plus de facilité à lancer loin le plus léger que le plus lourd. Donc, si on veut schématiser ça pour l'eau, prenons l'exemple d'un lac. Dans ce lac, certaines molécules d'eau sont composées d'isotopes légers, tandis que d'autres sont plus lourdes. Lorsque l'eau de ce lac s'évapore, les molécules d'eau les plus légères auront tendance à s'évaporer plus facilement. La vapeur d'eau sera alors appauvrie en isotopes lourds par rapport à l'eau du lac initial, tandis que l'eau résiduelle dans le lac sera enrichie en isotopes lourds. C'est ce qu'on appelle le fractionnement isotopique. Le fractionnement se produit à toutes les étapes du cycle de l'eau, lorsque l'eau passe sous différentes formes, donc solide, liquide ou vapeur. Les réservoirs du cycle de l'eau ont tous une signature isotopique particulière. Au cours des 2 dernières décennies, les isotopes stables de la molécule d'eau ont déjà pu transformer notre compréhension du cycle hydrologique à différentes échelles spatiales et temporelles. En effet, ces traceurs ont une capacité exceptionnelle à retracer la source et la trajectoire de l'eau et ont déjà pu contribuer de façon notable à améliorer notre compréhension du cycle de l'eau en milieu urbain. Dans le même temps, les signatures isotopiques des précipitations se sont également révélées être une excellente source d'informations sur les conditions et les trajectoires des événements météorologiques à plus large échelle. Elles permettent une bonne représentation des processus impliqués dans la formation des gouttelettes, mais aussi des différents échanges ayant lieu lors de leur chute vers le sol. Chaque averse contient des milliards de molécules d'eau, et chacune renferme donc un trésor d'informations qui nous renseigne sur l'origine de l'eau, mais également sur les processus de mélange, d'évaporation, condensation, des variations thermiques, et qui permet de décrypter petit à petit le message complexe qui est contenu dans le cycle de l'eau. Donc finalement, leur étude devrait permettre de mieux comprendre la modification des précipitations par les microclimats urbains et de répondre aux questions que nous nous posions précédemment, ce qui n'a pourtant jamais été réalisé jusqu'à maintenant. Donc, en analysant la signature isotopique d'échantillons des précipitations à différents points de Montréal, on serait donc capable de retracer l'histoire de l'eau, de comprendre d'où elle vient et quel processus physique elle a subi pendant son transport au-dessus de la ville. Donc, d'identifier quels processus physiques liés à l'urbanisation ont pu impacter les précipitations en ville. Mais pour ça, il faut encore avoir des échantillons à analyser. Et c'est ainsi qu'est né le réseau participatif Collecto. En nous aidant à échantillonner les précipitations, la population du Grand Montréal peut s'impliquer dans la compréhension de nos impacts sur le climat urbain. Dans un premier temps, nous avons créé un nouveau type de collecteur, petit, robuste, économique, mais surtout permettant de préserver la mémoire de l'eau, ce qui fait vraiment la spécificité de notre réseau. Donc, depuis quelques mois, nous équipons les volontaires du Grand Montréal de nos collecteurs afin qu'ils puissent échantillonner la pluie et la neige depuis chez eux. Donc, nous avons maintenant un système opérationnel que nous pouvons déclencher juste avant un épisode pluvieux. Collecto est au monde le premier réseau participatif de collecte des précipitations urbaines pour lecture de la mémoire de l'eau. Donc, nous avons créé le site web Collecto comme plateforme pour le réseau. Sur ce site, le public peut en apprendre plus sur le projet et se porter volontaire pour y participer. Nous les contactons ensuite pour planifier une visite sur leur propriété. Nous installons leur collecteur en utilisant la technique la plus adaptée à leur site. Nous avons également créé un protocole que nous avons partagé en ligne pour que la méthode d'échantillonnage reste la même pour tous les sites, qui nous permet ainsi la comparaison entre tous les échantillons. Nous analysons ensuite les échantillons dans nos laboratoires du Géotope pour mesurer les ratios des isotopes les plus lourds par rapport aux plus légers. Pour cela, nous utilisons 2 types d'équipements, donc un spectromètre de masse à rapport isotopique et un spectromètre laser. En ce qui concerne la résolution du réseau, il est important d'utiliser des points suffisamment représentatifs de chacune des zones urbaines et rurales. Et c'est pourquoi nous avons choisi d'installer nos stations dans un rayon de 50 km du centre-ville, qui correspond plus ou moins à la superficie du Grand Montréal. À ce jour, 50 participants sont déjà impliqués dans ce projet.
Nous sommes toujours à la recherche d'autres emplacements pour améliorer la résolution spatiale du réseau, notamment sur la rive nord de Montréal. Un petit aparté, mais nous cherchons également à installer des collecteurs dans la vallée du Saint-Laurent pour pouvoir tracer l'impact des villes sur les précipitations à l'échelle régionale. Donc, si vous êtes intéressé ou que vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées à rejoindre le réseau, je vous invite à vous rendre visite sur notre site web Hydrosciences UQAM. Donc, une fois mes échantillons analysés, j'étudie la température, l'humidité relative et la direction et l'intensité du vent pour chaque événement. Mais j'utilise également les sorties de modèles qui me permettent de regarder l'évolution de la vapeur d'eau atmosphérique et de retracer la trajectoire des systèmes à différentes altitudes, qui vont interagir avec la vapeur d'eau présente et donc provoquer les précipitations. À une échelle plus locale, je suis aussi l'évolution de la tempête au-dessus de Montréal grâce aux images radar. Donc ensuite, je trace les droites obtenues entre toutes les stations sur un diagramme O18 versus deutérium pour chaque événement. Donc la pente et l'intercept de la droite dépendent des conditions météorologiques telles que la température et les apports en vapeur d'eau et représentent le signal de fond de chaque événement. On observe que tous les échantillons s'ajustent statistiquement bien sur ces droites, ce qui signifie que les stations sont affectées par des processus météorologiques homogènes. La position intrinsèque de chaque station par rapport à cette droite est ensuite représentative des processus physiques que chaque station a connus. Donc, on observe pour chaque événement une grande variabilité dans les compositions isotopiques entre tous les sites. On ne s'attendait vraiment pas à avoir une si grande variabilité à l'échelle d'une ville, et ce sont des résultats qui sont très prometteurs pour ce projet. La difficulté réside dans le choix des événements qu'on échantillonne, puisqu'on cherche à obtenir la meilleure représentativité dans les variations de la modification des précipitations urbaines. Mon but maintenant, c'est d'obtenir le plus d'événements possible afin de pouvoir les classifier et ainsi observer la variation isotopique de chaque station en fonction de la configuration dans laquelle elle se trouve, ce qui à la fin me permettra de déterminer quels processus physiques sont susceptibles d'avoir provoqué cette variation en fonction du cas de figure dans lequel elle se trouve. Mais ces résultats feront l'objet d'une prochaine communication. En parallèle de l'apport scientifique de ce projet, l'aspect participatif et ludique du projet Collecto incite nos participants à prendre conscience de l'impact de nos modes de vie sur notre environnement local et notre santé et à partager cette information autour d'eux. Bien souvent, l'installation du collecteur dans les jardins communautaires ou les ruelles vertes est devenue un sujet de conversation et d'intérêt pour tous les voisins, et nous avons pu toucher une population bien plus large que nos seuls correspondants. La collaboration de différents partenaires et médias nous aide dans la diffusion de ce projet et de ses résultats à une large gamme de citadins, des plus sensibles à l'environnement aux plus réfractaires. Collecto fait du bruit à l'international et notre démarche est présentée en exemple à l'ONU. Pour aller encore plus loin, nous cherchons encore les moyens d'atteindre plus de citoyens afin d'accroître notre réseau. Donc, comme première conclusion de ce projet, nous avons déjà pu montrer que le climat de Montréal a été impacté par l'urbanisation, ce qui en fait le site idéal pour l'étude des précipitations urbaines. Mais les précipitations urbaines sont le théâtre de mécanismes de rétroaction complexes qui sont restés mal compris. Nous proposons d'utiliser les isotopes stables de la molécule d'eau afin d'améliorer notre compréhension dans ce domaine. Nous avons déjà pu mettre en place le premier réseau participatif d'études isotopiques des précipitations en milieu urbain, qui est le cadre idéal pour la vulgarisation scientifique et la sensibilisation des citoyens. Grâce à lui, nous pouvons maintenant discuter de choses qui n'avaient jamais été discutées jusqu'à présent. Et l'interprétation des données est complexe et la quête n'est pas finie. Enfin, ces résultats viendront nourrir les autres projets de recherche intégrés dans notre chaire de recherche en hydrogéologie urbaine, ce qui permettra ainsi de travailler sur l'adaptation du cycle de l'eau en milieu urbain. À terme, le succès et la visibilité de nos résultats à l'échelle internationale donnera aux décideurs la clé afin de concevoir nos villes de manière optimale en réduisant leur impact sur le cycle de l'eau, qui est un enjeu clé du XXIe siècle. Je vous remercie pour votre attention. Alors, merci beaucoup, Cécile, pour cette intéressante présentation. C'est vraiment intéressant. Puis également pour avoir tenu de manière exemplaire le temps. Alors, j'inviterai les gens qui ont des questions à lever la main au niveau des réactions. Et donc, je vais prendre les questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont
Des questions? Il y a Frédéric qui a levé la main, puis Thomas. Et Thomas. Donc, Frédéric dans un premier temps, puis ensuite Thomas. Oui, bonjour, Cécile, jolie présentation. Est-ce que tu as un exemple d'une hypothèse que tu pourrais vérifier avec les rapports isotopiques? Parce que je peux comprendre que la pluie à différents endroits va avoir différents rapports isotopiques dépendant de l'histoire de ce qui s'est passé, mais je n'ai pas une bonne idée de quel genre d'hypothèse tu peux facilement tester pour obtenir une conclusion. Si j'avais je suppose que tu dois avoir quelques idées sur quelles hypothèses tu veux pouvoir valider. Oui, par exemple, si on prend l'émission de vapeur d'eau par les processus de chauffage domestique, imaginons, on a pu voir, par exemple, on a pu tester des échantillons d'eau de combustion ici à l'UQAM, et on a pu regarder les compositions isotopiques qui avaient vraiment qui étaient vraiment très différentes de ce qu'on pouvait trouver dans les précipitations. Donc, ça se trouvait vers ici au final. C'était très enrichi en O18 et très appauvri en deutérium, ce qui fait qu'on peut, par exemple, regarder si on a du mélange entre ce qu'on serait censé observer par rapport aux précipitations initiales et par rapport à l'eau de combustion. Ça, ce serait un exemple en particulier. Okay. J'aurais d'autres questions, mais je vais laisser la place aux autres. Merci. Thomas, Lufin-Bélanger. Merci Pascal. Oui, j'ai une question justement sur cette figure-là. Merci Cécile pour une présentation très claire et avec des animations stimulantes à regarder. Moi, ce qui m'interpelle ici, c'est pour chaque événement, je sais qu'on prend ce terme-là, pour chaque événement, il y a plusieurs points rouges. Chaque point rouge, c'est un site d'échantillonnage, si je comprends bien. Oui, c'est ça. OK. Puis là, il y a des barres d'erreur sur les points rouges. J'essaie de comprendre le processus qui mène à ces barres d'erreur-là. Est-ce que c'est parce que dans une précipitation, il y a plusieurs échantillons qui sont recueillis et que donc… Non, c'est vraiment les erreurs analytiques au niveau de l'analyse dans nos laboratoires. OK. Donc, ma question maintenant, c'est est-ce que dans un même événement, c'est possible qu'il y ait des changements dans la composition isotopique entre le début et la fin d'une précipitation, surtout si elle dure plusieurs heures, par exemple? Oui, en effet, puisque oui, on a les isotopes les plus lourds qui vont finalement tomber en premier. Enfin, c'est très, facilité ce que je dis, mais les isotopes les plus lourds tombent en premier et c'est les isotopes les plus légers qu'on va retrouver vers la fin. Donc, on a une composition isotopique enrichie, donc qui va se trouver plus vers là au début de l'événement, qui va finir ici. Mais là, au final, pour chaque événement, on utilise les mêmes heures de début et de fin. Donc là, ce que vous voyez, c'est vraiment intégré sur les mêmes événements pour la station. Donc, ça ne dépend pas du temps, c'est vraiment spatial à ce niveau-là. OK, donc ça intègre tout l'événement, c'est ce que je comprends? Oui, c'est ça. OK. Est-ce qu'il va y avoir un intérêt à discriminer le début puis la fin des événements pour mieux comprendre la trajectoire ou l'origine des… Oui, en effet. Oui, c'est pour ça que je regarde tous les outils de classification aussi que je vous montrais avant pour vraiment comprendre la trajectoire du système, okay. Comment ça a pu évoluer au-dessus de la ville. Tout ça. Parfait, merci. On aura le temps d'une dernière question. Là, je vois la main levée de Philippe. Une question courte, s'il te plaît. Philippe, si tu es capable. C'est une question courte. Merci beaucoup, Cécile. Très pédagogique, très intéressant. Alors, une question courte. Des études ont montré que la majorité des précipitations qui affectent l'Est du Canada viennent de l'Atlantique. Est-ce que, justement, on serait capable de confirmer ça avec une signature isotopique particulière dans l'Atlantique versus le Pacifique, par exemple? Question courte. Oui, parce que si les précipitations viennent du Pacifique, ça va d'abord passer au-dessus du continent. Donc, on va avoir vraiment un effet de continentalité. Ça veut dire… imaginons, le système va avoir l'occasion de passer aussi par les grands lacs, ce qui va complètement modifier, en fait, cet intercept que vous voyez là. Au final, il va être complètement modifié et dépend de la trajectoire du système. Par contre, s'il vient de l'Atlantique, il va avoir une composition isotopique qui se rapproche plus de l'océan, puisque c'est bien plus proche. Et donc, ça va vraiment modifier. On va pouvoir le voir. Merci beaucoup, Cécile, pour tes réponses et ta présentation. Alors, on va passer là à la deuxième conférence. Donc, il y a un petit changement à l'horaire. Donc, il y a deux présentations qui vont être interchangées. Fait que la prochaine présentation va être celle de Jonathan Durand.
toujours de l'UQAM, sur le rôle des blocages atmosphériques sur les anomalies de température extrême et les indices forêt météo modérés et extrêmes